Page 7, je disais, quand les soldats sont sur le champ de bataille, 107, à la page 107, quand les soldats sont sur le champ de bataille et qu'ils essayent de pénétrer dans un bâtiment, la porte de ce dernier est souvent fermée et parfois verrouillée. Derrière cette porte verrouillée peuvent se cacher de nombreux dangers. Ce sont soit des bombes, soit des cadavres, soit le suspect qu'ils sont en train de rechercher, soit des ennemis qui sont positionnés pour les accueillir avec des tirs ou des mines incrustées dans le sol près de la porte. Dans tous les cas, les soldats n'en savent rien. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière la porte. Mais avant d'ouvrir la porte, ils peuvent y penser pendant quelques secondes en se demandant qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. La meilleure façon de le savoir, c'est d'ouvrir la porte. Alors que font-ils? Ils défoncent la porte sans aucune hésitation. Ils pénètrent agressivement dans le bâtiment et se préparent à toutes les éventualités. Et en s'adaptant dans le seul but d'accomplir leur mission. Ce n'est pas en restant derrière la porte qu'ils auraient la réponse à leurs questions et l'accomplissement de leur mission. Alors de la même manière, en voulant entamer un nouveau projet, une nouvelle décision ou une nouvelle expérience, il y a une porte qui se dressera dans votre esprit. La porte du doute, de la peur, de l'inhabituel, qui génère en vous l'hésitation. C'est pour compenser cette hésitation que nous passons beaucoup de temps à vouloir tout analyser. On veut avoir toutes les informations. Donc tout connaître et tout avoir avant de démarrer. Or, ce n'est qu'en traversant cette porte mentale du doute et de la peur que nous pouvons découvrir ce qui se cache derrière. Soit nous y découvrons un trésor qui nous rendra plus heureux, soit une leçon qui nous rendra plus sages et plus expérimentés. Ça s'arrête là. Ceux qui n'essayent rien ne gagnent rien. Ils ne gagnent ni en expérience, ni en argent, ni en maturité, ni en connaissance, ni en compétence. Ce n'est qu'en essayant ce qui nous fait peur qu'on peut en tirer profit. Des profits soit financiers, soit des profits qui nous rendent meilleurs. C'est pourquoi je dis à la page 111, comme M. Sek l'aime bien, vous avez envie d'aborder une femme pour lui avouer vos sentiments, mais vous ne savez pas si ça marchera, défoncez la porte. Allez-y, la meilleure façon de le savoir, c'est d'y aller, de le faire. Vous avez envie de lancer un projet, un business, mais vous ne savez pas si vous aurez le temps de continuer ou bien vous ne savez pas si ça marchera. Défoncez la porte. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos commentaires et vos partages. Donc aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de recevoir un jeune entrepreneur qui ne vient pas avec les mains vides, mais qui vient avec ça, ce bouquin qui s'appelle Productivité x 100. Dieudonné, un frère entrepreneur qui est en train de aussi faire son parcours, ou bien comme tout le monde, comme tout jeune entrepreneur, en train d'apporter quelque chose à la communauté. Parce que je dis, dire que je suis entrepreneur, c'est bien, mais qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous proposez dans cet espace public qui prouve que vous êtes entrepreneur? Peut-être votre entreprise, peut-être votre livre, peut-être aussi autre chose. Si toi, tu as quelque chose à proposer aussi pour les entrepreneurs, qui peut permettre les entrepreneurs d'évoluer ou bien d'apprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à le partager avec nous. Ce sera avec un grand plaisir aussi de le partager avec cette communauté. Moi, j'ai déjà lu le livre et je me suis dit que ce que j'ai appris dans ce livre, il faut que je le partage avec cette communauté. Voilà. Mais le partager, c'est bien. Mais si l'auteur est là aussi pour le partager, ce sera encore mieux. Donc, avant d'attaquer le sujet ou bien de parler qui est Dieudonné ou bien qui a écrit ce livre, je vais lui donner le micro aussi de se présenter. Peut-être beaucoup de personnes le connaissent à travers les médias sociaux, mais si c'est la première fois aussi vous tombez sur cette vidéo, c'est bien d'entendre Dieudonné de se présenter lui-même. Peut-être moi je peux lui présenter, mais ça ne sera pas la même si lui il se présente lui-même. Mais avant ça aussi, si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification. Ici on partage 2 contenus par semaine, on parle de business, on parle d'investissement, on parle de l'entrepreneuriat, on parle aussi des crypto-monnaies, le trading d'une manière générale. Des sujets qu'on va débattre aujourd'hui avec Dieudonné parce que lui aussi, il est trader. Voilà, donc frère, c'est avec un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici.
sur cette scène, ce petit écran qui regroupe aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées à cette scène, qui auront aussi l'occasion aujourd'hui de vous découvrir. Alors merci Sek, merci encore à tous, merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui suivent M. Sek, mon grand ami, un homme qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pendant que je l'ai rencontré. Un homme, c'est rare de voir une personne qui n'a pas connu un parcours scolaire normal devenir un si grand orateur, un si grand entrepreneur et un si grand homme d'impact aujourd'hui dans notre société. On ne peut que s'inspirer de ça. Alors mes chers, je vais dire, congénère, je me présente, mon nom c'est Dieudonné, je suis béninois d'origine, Dieudonné Agomakwa de Grand Popo. Alors je suis entrepreneur, aussi comme M. Sek l'a dit, médecin généraliste en formation de façon générale, trader indépendant, coach sportif, champion de karaté et à part ça je fais aussi beaucoup de choses, mais principalement c'est un peu ça. Aujourd'hui je suis auteur et j'aurai l'immense plaisir de partager avec vous les différentes informations que j'ai eues à rassembler dans ce livre, dans ce bouquin, Productivité x 100, un livre qui aujourd'hui représente l'un des plus grands succès de l'année 2021 pour moi, en attendant les grands autres qui viendront au cours des années à venir. Merci. Merci beaucoup. Donc, quand vous entendez Dieudonné parler, vous savez très bien que ce n'est pas quelqu'un qui vient de débuter ou bien qui ne maîtrise pas ou quelqu'un qui est en train de tâtonner dans ce milieu, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et quand il doit le faire. Et c'est pour cela que je pense que ce livre vient au bon moment. Moi, je le lis vraiment. Si vous conseillez, bon, on va parler du livre, bien sûr. Ce qu'il faut faire vraiment pour avoir toutes les informations, c'est d'acheter et de lire le livre. Donc, vous l'avez déjà un peu dire dans votre présentation, champion national du karaté, donc il faut faire très attention, hein, parce que c'est champion du karaté, hein, donc du Bénin, c'est pas facile, en 2016. En 2016, oui. Donc, est-ce que vous pouvez venir dans ce parcours un peu? Donc, on est là pour parler du livre, bien sûr, mais c'est normal de savoir le tour de ce livre, c'est très important, et c'est ça qui va nous permettre de savoir qui est cette personne qui est derrière, qui s'est cassée quelque part pour écrire ce fameux livre qui est Productivité x 100. D'accord, merci beaucoup. D'abord, mon jeune âge, j'étais quelqu'un de très nonchalant. Comme je pense, je l'ai dit dans la page de garde en arrière, j'étais un garçon très nonchalant, très peureux, très timide, très calme, très... qu'on taquinait beaucoup à l'université, et bon, au collège, je vais dire. Et je cherchais un moyen, en fait, de pouvoir me renforcer parce que je ne supportais pas cet état de faiblesse. Je dis faiblesse parce qu'on me taquinait beaucoup. Des fois, je me rappelle, certains de mes camarades me prenaient mon petit déjeuner à l'école et je rentrais en classe pour pleurer. Donc, généralement, je ne savais pas trop comment répondre, que ce soit publiquement ou par rapport à l'adversité aussi. Donc, aussi, en classe, j'étais très pleurnichard. À la moindre des choses, je pouvais me mettre à pleurer comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, mon père, il allait jusqu'à dire que il ne sait pas pourquoi je suis venu en tant que premier enfant, mais garçon, parce que là, je suis carrément une fille. Donc, je ne supportais pas ça. Et je suis tombé un jour, il y a un jour, un des amis à mon frère, est venu à la maison avec le dessin animé que tout le monde connaît, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, un manga. Et lorsque j'ai regardé ce manga, j'ai vu le petit Sangoten qui était très fort et j'avais eu envie de le ressembler. Donc ça faisait partie des premiers films que je regardais en combat. Et j'ai commencé à répéter ce qu'il faisait un peu dans ce manga et comme ça, j'ai commencé à faire quelques gestes que je ne comprenais forcément pas. Et après, j'ai remarqué que j'étais très souple, j'étais très agile. Et en même temps, il y avait d'autres films d'arts martiaux que beaucoup de personnes ont dû regarder, les films de Jackie Chan, de Jet Li, de Hong Bak et autres. Donc, je me suis petit à petit immergé dans le monde des arts martiaux comme ça. Mais ma passion, c'était le football. Et comme j'étais très, très, très timide, personne ne me laissait le ballon. Je restais souvent au poteau, donc personne ne me calculait dans ça. Donc, petit à petit, la motivation a baissé, mais j'ai commencé à avoir une certaine affinité pour les arts martiaux parce que j'ai remarqué que ça développait mes muscles, ça développait ma concentration en classe. Et mine de rien, j'ai commencé à prendre parole en public. C'est-à-dire, quand on me donnait la parole en classe, je ne stressais plus. Donc, c'est là que j'ai commencé à renforcer plus mes entraînements dans les arts martiaux, mais en autodidacte. Et après, un de mes amis que je vais nommer Aristide Sauton, quelqu'un que je remercierai toute ma vie, il m'a un jour montré, c'était
réellement quoi le karaté, parce que son père en pratiquait, son père était aussi un champion de karaté. Donc il m'a montré que ce que je faisais, c'était juste de la danse, qu'il allait me montrer les vraies informations concernant les arts martiaux. Il m'a enseigné en 2016, aux environs de 2011-2013, il m'a enseigné réellement le karaté et voilà comment j'ai pris mon essor dedans. Ce qui m'a passionné dedans, ce n'est pas forcément l'aspect de défense que les gens pratiquent pour faire, mais c'est beaucoup plus pour le développement de soi. Parce que l'homme que je suis devenu à travers les arts martiaux, vous le remarquez déjà, quelqu'un de très courageux, de très audacieux, de très organisé, de très discipliné et surtout de très brave. Parce que je peux maintenant prendre des décisions courageuses et m'en foutre totalement des résultats qui peuvent suivre. Donc, cette force intérieure que les arts martiaux m'ont donnée, c'est la raison pour laquelle j'en suis passionné. D'accord. Ça se voit que, bon, ce que j'ai appris, quand vous commencez quelque chose maintenant, vous allez jusqu'au bout. Parce que vous apprenez le karaté pour vraiment se développer en soi, mais tu as continué jusqu'à devenir champion national du Bénin. Exactement. Comment ça s'est passé? Vous avez intégré l'équipe nationale ou quoi? Alors, donc il fallait que je pratiquais certes les arts martiaux très régulièrement, tous les jours je m'entraînais, mais c'était plus à la maison et avec le père de mon ami et tout. Mais il fallait que je le fasse d'une façon un peu plus professionnelle. Donc lorsque j'ai été, disons, j'ai passé le bac pour la première fois, donc pour les vacances, en attendant les résultats, j'avais demandé à intégrer un vrai club de karaté pour qu'on puisse non seulement me permettre de faire les passages de grade, mais aussi qu'on puisse me permettre aussi de faire les compétitions. Parce que j'ai appris qu'on pouvait gagner des médailles avec des compétitions de karaté de façon professionnelle. Donc c'est comme ça que j'ai intégré des clubs de karaté. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs, parce que lorsque le niveau d'entraînement ne me convient pas, je changeais de club. J'aimais la difficulté, j'adorais ça. Et donc j'ai pu intégrer le club du président de la Fédération nationale de karaté au Bénin, Roch Kenom, que je remercie infiniment, c'est mon maître. Donc il m'a encadré, il m'a formé, il m'a montré comment je pouvais faire ça de façon très professionnelle et pouvoir aborder les grands lieux. C'est comme ça qu'il m'a donné l'opportunité d'affronter mon premier championnat national. J'étais encore en ceinture verte, c'est-à-dire normalement je n'ai pas encore le grade nécessaire pour pouvoir le faire, mais j'avais le niveau. Donc il m'a donné l'opportunité de monter sur le grand tatami du championnat national en 2016 et voilà comment j'ai pu saisir mon opportunité. D'accord. Donc, on va sauter d'étape. 2016, vous gagnez cette compétition. Vous êtes arrivé en première fois ici au Sénégal. Je suis arrivé ici au Sénégal en début 2018, si je ne vais pas dire fin 2017. C'était en décembre, janvier 2018. Ouais. Donc pourquoi je vous pose cette question? Parce que ça devient une passion. Parce que vous venez au Sénégal, vous venez d'arriver et bon, j'ai appris tout sur le livre. Donc au lieu de chercher à gagner ou continuer les études, je pense que vous êtes venu pour les études. Mais en même temps, vous devenez aussi champion militaire, paramilitaire au Sénégal. Donc, comment ça s'est passé? Tu viens d'arriver dans un pays, souvent au début, c'est un peu difficile, mais toi, tu as réussi à intégrer un milieu. Même, il y a certains Sénégalais peut-être qui veulent intégrer ce milieu, mais ce n'est pas possible. Mais comment tu as fait pour intégrer ce milieu jusqu'à devenir aussi champion militaire, paramilitaire au Sénégal? Alors, c'est une très bonne question parce que ce n'est vraiment pas évident pour un étranger de connaître un essor comme ça dans un pays dans lequel il ne comprend pas la langue ni la culture. Mais tellement j'étais passionné par le karaté que je ne pouvais pas vivre sans. Je m'entraînais pratiquement tous les jours parce que je voyais l'homme que ça faisait de moi. Et un jour, je me promenais dans la rue, j'ai vu un petit enfant en kimono, c'est la tenue du karaté, qui se promenait dans la rue. Et je lui ai demandé, toi, tu fais le karaté? Il m'a répondu oui. Il dit, je lui ai demandé, tu fais ça où? Il m'a dit qu'il le fait à l'école de police. J'ai dit des enfants de l'école de police. Je vais me renseigner. Je lui ai demandé la localisation. Il m'a indiqué. Et la même soirée, je suis allé à l'école de police. J'ai demandé où se trouvait le dojo, l'endroit où on pratique le karaté, de l'école de police. On me l'a indiqué. Donc c'est là-bas qu'une fois arrivé, le maître m'a vu et je lui ai dit que je voulais faire le karaté. Mais il m'a demandé si j'étais un novice. Je lui ai dit que j'apprends. Donc il m'a demandé de faire quelques gestes. Il m'a donné quelques consignes et la façon dont je l'ai fait, ça l'a tellement impressionné qu'il a dit que j'intègre le club de façon d'office. Et la grâce que j'ai eue, c'est que je ne payais pas forcément les entraînements parce que mon niveau était tellement bien qu'il m'a nommé son assistant. C'est comme ça que je l'assistais, j'entraînais les enfants avec lui, on s'entraînait aussi ensemble. Et petit à petit, il a fait mon passeport sportif, il a rempli les formalités administratives et comme ça, j'ai pu commencer mes premières compétitions au Sénégal.
Donc, quand vous voulez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut jamais douter de vous. Donc, ce que j'ai appris, donc, il a vu quelque chose qui l'intéresse, il n'attendait pas demain. Ça, c'est la procrastination, vous ne l'avez pas fait. Et je vous l'avais aussi bien développé dans ce livre. Donc, on va continuer aussi. Finalement, tu deviens trader. Vous allez quelque part pour apprendre le trading parce que c'est quelque chose, souvent on nous dit pour faire le trading c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que moi je fais du trading, pas le forex, moi je suis dans les cryptos. Donc vous êtes sur quoi d'abord avant de continuer? Alors je trade principalement le forex, les indices synthétiques et aussi un peu de binaire. Ok. Vous avez allé dans une école, dans un centre pour apprendre ou bien toujours autodidacte pour l'apprendre? Alors, l'histoire du trading, en fait, c'est assez complexe de mon côté parce que j'avais commencé mon parcours entrepreneurial par le marketing de réseau, c'est-à-dire ce qui était tout ce qui est vente de produits, tout ce qui est parrainage et tout. J'avais commencé par ça, ça allait très bien. Mais avec la situation du coronavirus, on n'avait plus l'opportunité de rassembler les gens pour faire les séminaires. On n'avait plus forcément l'opportunité d'aller dans des boutiques pour demander, pour faire des prospections parce qu'on était tous confinés. Donc, l'activité a vraiment baissé. On n'avait plus forcément la possibilité d'y travailler et donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit il faut que je cherche un moyen de me faire de l'argent si une situation pareille se reproduisait encore. Je dois gagner de l'argent en ligne, je dois gagner de l'argent sans forcément avoir besoin de vendre un produit ou de prospecter pour pouvoir le faire. Donc si la situation du coronavirus perdure, est-ce que je vais rester dans cette situation financière? Il faut que je trouve une solution. C'est là que j'ai contacté mon frère qui est lui-même trader, un trader très professionnel. C'est Emmanuel Krajak pour ceux qui le connaissent. Il a sa chaîne YouTube où il fait des démonstrations assez impressionnantes sur les marchés financiers. Et donc, je lui ai demandé et il nous a tous, moi et mes amis, ceux qui étaient aussi dans le marketing de réseau, formés par rapport au métier de trader. C'est après que cela m'a vraiment passionné parce que je voyais aussi la personne que le trading me faisait devenir en termes de patience, en termes de contrôle émotionnel, bref, tout ce qui était les aptitudes nécessaires à un bon investissement. Le trading me les donnait et derrière ça, l'argent aussi que j'y gagnais, tout ça, ça a motivé ma passion et voilà comment je suis devenu trader, grâce à mon frère. D'accord. Donc il y a beaucoup d'argent à gagner sur le trading si vous le maîtrisez bien sûr. Donc c'est pour ça que nous on donne des formations en trading pour toute personne qui s'intéresse. Vous pouvez nous contacter pour avoir beaucoup plus d'informations. Mais ce que j'ai appris, c'est l'un des éléments les plus importants pour un entrepreneur, c'est la capacité d'adaptation. Exactement. Donc il y a un problème brusquement comme ça, coronavirus est arrivé. Au lieu de faire partie des gens qui sont en train de pleurer, de dire voilà corona, à cause de corona je perds tout. Toi tu as fait le contraire, l'inverse, c'est-à-dire que vous dites il y a corona, il faut aussi d'autres solutions ou bien d'autres possibilités de gagner de l'argent et c'est là vous tournez vers l'internet, les business en ligne et aujourd'hui je pense que si c'était hier aussi vous allez apprendre très tôt avant même le corona le trading parce que vous gagnez quand même votre vie. Donc en même temps aussi on va parler un peu de l'échec qui fait peur beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que si je commence, moi au début, comme vous l'avez un peu, bon j'ai arrêté même de le dire, donc au début de mes premières vidéos sur internet, il y avait des gens qui commentaient pour dire que quelqu'un qui n'est pas capable de distinguer un mot féminin et un mot masculin, comment il se prétend être professeur ou bien être quelqu'un qui donneur de leçons. Pour vous dire que les genres de critiques, ou bien je peux le considérer même comme un échec, mais ça ne me fait pas baisser les bras, j'ai continué à se battre. Jusqu'à aujourd'hui, au niveau international, j'ai réussi à organiser des conférences qui mobilisent des centaines de personnes qui viennent écouter pour dire que c'est très important de ne pas avoir peur de l'échec. Votre premier échec, c'était au baccalauréat. Premier bac, premier examen, tu as essuyé. Et je n'ai pas allé à l'école, mais je comprends comment il était difficile de passer ces épreuves. Et si vous avez essuyé, c'est-à-dire regards se posent devant toi parce que tout le monde te pose des questions. Ici au Sénégal, on vous dit est-ce que am nga bac, est-ce que donc c'était un échec. Comment tu as fait pour surmonter et l'année prochaine tu as réussi qui t'a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous parlez un peu de cet échec, ce que vous avez appris et en tant qu'entrepreneur, quel conseil que vous allez donner toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ont peur de l'échec.
Alors, c'est une très bonne question dans la mesure où l'échec fait partie de la vie. Celui qui évite l'échec évite la vie. Celui qui évite de tomber, cette personne ne pourra pas apprendre à marcher. Celui qui évite de se mouiller n'apprendra jamais à nager. Donc, mon premier échec, effectivement, c'était au baccalauréat. L'échec le plus remarquable, d'ailleurs, c'était au baccalauréat. Dans la mesure où j'étais allé au bac et à un point près, j'ai échoué. J'ai échoué, comme je le disais dans le livre. Avant d'aller au bac, je n'étais pas forcément habitué à manger le matin. Je ne prenais pas de petit déjeuner, mais le jour du bac, vous savez, les parents, ils veulent toujours être de bons parents, donc on te gâte un peu. Donc c'est la raison pour laquelle maman a fait du thé, maman a fait un peu de tout, avant que je n'aille composer. Mais malheureusement, cette chose que j'ai prise le matin, ça m'a, endormi pendant les épreuves. J'étais lourd et c'est normal, c'est la digestion. Je n'avais pas toute ma concentration pendant que je composais et je le savais très bien. Et à la fin de l'épreuve, lorsque les résultats sont sortis, effectivement, j'avais échoué. Et je ne m'attendais pas forcément à échouer parce que j'avais quand même le niveau. Mais voir que j'ai échoué à un point près, donc ce n'était pas du tout quelque chose de supportable parce que j'avais beaucoup travaillé pour avoir le baccalauréat. Mais le bon réflexe que j'ai eu, la première des choses, c'est d'identifier la cause de cet échec. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué cette année? Même si c'est une année perdue, oui. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? J'ai identifié d'abord les causes personnelles. Est-ce que moi-même personnellement, j'étais dans les bonnes dispositions pour composer? Est-ce que j'avais le niveau adéquat pour pouvoir avoir, ce diplôme? Est-ce que après avoir obtenu ce diplôme, je suis capable de transmettre ce que j'ai appris à quelqu'un qui veut passer le bac? Donc j'ai vu que sur ce point, je pouvais avoir ce diplôme, mais de façon très à ras, c'est-à-dire la moyenne des moyennes. Donc ça veut dire que le niveau n'était pas encore vraiment au top. Deuxième des choses, j'ai vu pendant le jour de l'examen, effectivement, j'avais pris des choses sucrées le matin qui m'ont fait perdre la concentration. Chose qui m'a permis de reconnaître que manger du sucre le matin, pour moi, ça me fait perdre la concentration. Donc en remédiant à ces différentes causes de l'échec, j'ai pu repasser le bac de façon normale et j'ai eu le bac avec une mention assez bien. C'était super. Donc en fait, dans l'entrepreneuriat aussi, c'est la même chose qui s'est reproduit. Il y a forcément des choses qui font échouer. Il y a forcément des choses qu'on fait qui nous font avoir des résultats moins optimaux que ceux à quoi on s'attendait. Par exemple, on lance un produit, ça ne se vend pas, on lance une opportunité, les gens n'y adhèrent pas. Donc, c'est peut-être un échec, mais ça reste un échec si on n'y apporte pas une solution. Donc d'abord, identifier quelle est la cause de l'échec. Ensuite, apporter une remède à cette cause pour pouvoir pour transformer cet échec maintenant en réussite. D'accord, c'est très intéressant. Donc, je pense qu'on vient d'entrer même sur le sujet, vraiment, le livre. Donc, avant de parler du livre, vous avez parlé d'indiscipline, du manque d'organisation, manque de concentration sur la première partie, qui est très important. Je relis cette partie plusieurs fois parce que c'est très intéressant. Comme vous l'avez dit, hein, les remarques moi que j'ai fait pour l'échec de ton baccalauréat, peut-être comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, c'est le manque de concentration. Vous avez remarqué ça. Et je pense que ça aussi, vous avez dit sous le livre, votre professeur de CM2, vous avez fait aussi ce même remarque. Hein? Donc, je pense que c'est très important de comprendre l'importance de la concentration. Mais avant de venir encore sur le livre, d'abord, l'objectif. Quand on écrit, quand on crée une entreprise, peu importe ce qu'on fait, il y a un objectif. Quel est l'objectif général, global du livre? D'écrire, c'est-à-dire que moi j'ai des idées, j'écris quelque chose pour que ces écrits restent ou bien pour apprendre les gens, pour aider. C'est quoi l'objectif de Dieudonné d'avoir écrit productivité x100? Vous remarquez que les gens ils sont pas trop peut-être productifs. Je peux dire souvent il y a une grande différence entre un homme occupé et un homme productif. Donc quel est l'objectif d'une manière générale qui vous a poussé à proposer ou bien à partager votre expérience avec la jeunesse africaine? Merci beaucoup, Monsieur Seck. Alors, l'objectif de ce livre, c'est assez simple. Vu que je me suis assez forgé, je me suis assez développé, dans la mesure où un garçon très timide, très peureux, très pleurnichard, qui est devenu un grand orateur, qui est devenu un homme d'inspiration, un homme assez courageux, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvaient aussi dans la même situation que moi. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de collègues qui n'arrivent pas, par exemple, à prendre parole en public. Beaucoup d'amis qui veulent lancer des choses, mais qui n'ont pas forcément, ils doutent en fait de leur potentiel et de ce que ça pourrait
seraient entraînés. Beaucoup de personnes veulent faire des choses, mais ils ont peur de se lancer à le faire. Donc je me suis dit, si moi quand même, j'arrive à avoir les dispositions mentales qui me permettent de faire ça, je peux aider d'autres personnes aussi à le faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec, par exemple, mes statuts WhatsApp et mes publications sur les réseaux sociaux, à faire des tests de motivation, d'inspiration, ainsi que des vidéos de motivation et d'inspiration pour que les personnes puissent se lancer. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, en me suivant, arrivaient quand même à améliorer leur situation, c'est-à-dire leur situation intérieure, leur état d'esprit, et ce qui impacte fortement sur leur situation extérieure. Donc dans cette mesure, en fait, je me suis dit, si je mourais brutalement, mes réseaux sociaux vont disparaître, je n'aurai plus la possibilité de poster, et dans la même mesure, tout ce que je poste, 24 heures après, ça disparaît. Peut-être après, quelqu'un peut voir le fil d'actualité, mais les statuts, par exemple, 24 heures après, ça disparaît. Pourquoi ne pas rassembler toutes ces informations et le mettre dans un livre de telle enseigne que, même après mon départ, des personnes qui viennent après moi puissent quand même s'inspirer de ça. Que ce soit mes propres compatriotes, que ce soit des personnes à l'extérieur du pays ou même à l'échelle internationale et mondiale, que des personnes qui tombent sur ce livre, si ça peut leur apporter une seule once de motivation et d'inspiration, ça peut faire basculer leur vie. Donc, c'est pour principalement traiter le problème de manque de concentration chez les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui prétendent qu'ils n'ont pas le temps pour faire certaines choses, mais en même temps, ils sont devant les réseaux sociaux toute la journée. Ils sont devant Netflix, ils sont devant toutes les sources de distraction qu'on met à leur disposition. Donc, la plupart du temps, ils s'amusent et passent leur temps dans des choses qui ne participent en rien à leur objectif, et à la fin de l'année, ils se retrouvent au même point de départ. Donc, s'ils ont la volonté de pouvoir progresser, mais qu'il y a des choses qui les empêchent, il faut d'abord les aider à identifier ces choses qui les empêchent d'évoluer et de pouvoir y remédier pour pouvoir évoluer. Donc, l'objectif de ce livre, c'est de donner assez de motivation à ceux qui n'ont pas de motivation, assez d'astuces à ceux qui manquent d'organisation, et aussi booster ceux qui veulent se lancer pour qu'ils puissent réaliser de grandes choses telles qu'on le désire. Donc je pense que c'est très clair, c'est un bon livre. Je pense que toute personne qui lit le livre va avoir plus de motivation, parce que quand vous dites que lorsque j'étais au cours primaire, je n'étais pas un garçon turbulent en classe, j'étais plutôt très timide, très docile et très réservé. Donc même si je me suis limité sur ça, et quelqu'un qui vous écoute entend parler aujourd'hui, savent très bien que tu t'es vraiment bien amélioré, et je pense que c'est cette amélioration que vous voulez transmettre à tous les jeunes qui vont avoir l'occasion de lire. Vous avez vraiment bien insisté sur la concentration. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, comme vous l'avez dit, quelqu'un peut vous dire que je n'ai pas le temps de venir suivre une formation. Et ces 30 minutes ou 45 minutes de formation, il a passé ses temps à regarder peut-être les stories et les fils d'actualité. Tu as bien vraiment beaucoup parlé de ça. Est-ce que... Quel est l'aspect négatif, parce que les réseaux sociaux aussi ont un côté positif peut-être, voilà, mais quel est l'aspect vraiment négatif de ces réseaux sociaux? Il faut éviter de se réveiller le matin, première chose, aller directement voir les stories ou bien les fils d'actualité des réseaux sociaux, parce que tu peux tomber sur une mauvaise information qui peut gaspiller votre journée. Donc, est-ce que tu peux encore revenir vraiment sur les aspects négatifs des réseaux sociaux? Quand on parle d'aspects négatifs, bien sûr, il y a des aspects positifs, mais pour vous rappeler vraiment des choses à éviter. C'est-à-dire que si vous allez sélectionner 2, 3, 5 aspects négatifs sur les médias sociaux aussi, tous les éléments qui peuvent distraire une personne vraiment qui compte vraiment améliorer ou bien évoluer dans l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je pense que je vais utiliser un chapitre, donc déjà dans l'introduction du livre, il y a un passage assez très significatif. Voilà, dans l'introduction à la page 7, j'ai dit « De nombreuses personnes, particulièrement à notre ère, souffrent de la maladie du 21e siècle, qui n'est rien d'autre que le manque de concentration. Nous vivons dans un monde de plus en plus dompté par la distraction. Un monde où les lobbies investissent des milliards pour détourner notre attention de ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Un monde où tout est mis à disposition pour nous faire perdre notre concentration et nous détourner de nos objectifs. Des réseaux sociaux aux chaînes de télévision, en passant par les spots publicitaires et les sites pornographiques, tous les moyens sont utilisés pour dévorer le maximum de notre temps précieux. Ce temps qui était destiné à faire des choses importantes, à nous cultiver, à partager, à nous enrichir, à grandir et à apprendre,
Nous le gaspillons dans des choses sans importance et au bout de 10 années, nous finissons par réaliser que cette perte de temps irréversible aurait pu être utilisée à des fins plus productives. C'est là principalement l'aspect négatif des réseaux sociaux dans la mesure où on y passe beaucoup de temps. Les réseaux sociaux sont faits de telle enseigne qu'on y passe beaucoup de temps. Déjà, quand la notification sonne, le son qu'émet la notification, ça éveille une certaine curiosité. On a envie tout de suite de voir qui a envoyé un message ou qui a répondu à un appel. Deuxièmement, quand vous prenez simplement le logo des réseaux sociaux, quand il y a des notifications, ça apparaît en rouge. Et le rouge, on sait que c'est une couleur qui est très captivante. Donc, on est obligé d'aller cliquer dessus. On est tenté de cliquer dessus. Et quand on clique, on est censé passer peut-être 2 minutes à répondre à un message et on se retrouve à défiler les fils d'actualité. Les vidéos s'enchaînent, les photos s'enchaînent, les tests s'enchaînent et finalement, de 2, on passe à 30 minutes, 45 minutes. Après, on se rend compte qu'on avait une lessive à faire, on avait des cours à lire, on avait une conférence à préparer et finalement, tout ce temps était passé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est l'aspect chronophage qui est le facteur le plus, comment dire, négatif des réseaux sociaux dans la mesure où on est tenté de faire forcément des choses qui ne sont pas très productives. Mais ici, à la page 9, j'ai mentionné aussi l'aspect positif. Je disais, mais l'ère de l'évolution et de la révolution technologique au cours de laquelle nous sommes met aussi à notre disposition des outils super puissants pour booster notre productivité et décupler notre rentabilité de façon exponentielle. Il n'a jamais été aussi facile de s'informer, de communiquer de nos jours. Nous pouvons faire en quelques minutes des choses qui auraient demandé des heures, voire des jours à nos parents dans les années 90 pour être réalisé. Ce qui sous-entend qu'il y a 2 extrémités. Notre monde nous donne soit la possibilité d'avoir des résultats phénoménaux grâce à tout ce qu'elle met à notre disposition, soit la possibilité de subir des échecs phénoménaux à cause de tout ce qu'elle met à notre disposition. Nous avons donc des armes à double tranchant que nous pouvons utiliser pour nous bâtir une meilleure vie ou pour détruire celle que nous avons. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de faire passer des pubs sans avoir investi dans des médias pour pouvoir faire passer nos produits. Ça nous permet de discuter avec des clients de façon beaucoup plus rapide. Ça nous permet de faire des appels vidéo et d'animer des conférences. Ça nous permet aussi de discuter avec nos proches sans avoir forcément à dépenser dans la poste et tout ce que nous savons dans les années 90. Bref, ça facilite notre vie en fait. Donc, ce qui veut dire qu'on peut booster nos résultats grâce aux réseaux sociaux, comme on peut aussi passer beaucoup de temps à ne rien faire de productif et détruire la vie que nous avons. Parce que mine de rien, les réseaux sociaux ne nous apprennent pas forcément. Je pense que c'est très clair. Les réseaux sociaux nous permettent de partager avec vous. Ça veut dire que vraiment, il y a un aspect positif, mais il ne faut pas aussi passer énormément de temps sur les réseaux sociaux sans rien faire. Donc, je ne sais pas si le médecin qui parle ou l'entrepreneur, vous avez dit que notre cerveau a besoin minimum 15 minutes pour se concentrer. C'est-à-dire, quand je commence à lire votre livre, il me faut 15 minutes sans déconcentrer pour être concentré, pour permettre mon cerveau de se concentrer. Donc, la concentration est très, très importante, je pense. Ou bien? Exactement, exactement. D'accord. D'accord. En tout cas, je pense qu'on pourrait rester ici 5 heures de temps voilà, pour parler du livre. C'est très, très important. Et je pense que sur le chapitre 2, vous avez parlé le pouvoir de la concentration. Quand vous êtes concentré maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire quand quelqu'un, si vraiment avoir cette discipline de concentration, c'est-à-dire que quand je dois faire quelque chose, je me concentre sur ces choses-là, sans laisser les médias sociaux, sans laisser personne, les amis, c'est-à-dire que vous avez parlé de la procrastination. Et ce que j'aime bien sur ce chapitre, vous avez bien précisé de dire que je parle bien que les mauvaises procrastinations, parce qu'il y a des bons procrastination. Voilà, parce que souvent, quand on entend parler de procrastination, on dit tout automatiquement que c'est quelque chose de mauvais. Mais vous avez dit que même si vous avez un rendez-vous avec votre ami pour aller au resto, discuter de tout et de rien, si automatiquement quelqu'un vous appelle pour vous dire que il y a un programme très intéressant qui parle de business, de l'entrepreneuriat, au bout de votre activité, il faut appeler votre ami et lui dire qu'on repousse ce programme. C'est de la procrastination, mais bien, un bon procrastination. Est-ce que tu peux revenir sur cette partie un peu? D'accord, effectivement, dès qu'on parle de procrastination, en fait, on a très souvent tendance à croire que c'est négatif. C'est comme quand on dit conséquences. Il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Donc la procrastination, en fait, c'est de remettre quelque chose à plus tard. Maintenant, une bonne procrastination, c'est de remettre quelque chose de moins important pour le moment
à plus tard. Par exemple, avant de venir à cette interview, il y a des clients qui m'ont contacté pour me faire des réclamations. Je leur ai dit, je vous rappelle plus tard. Donc, c'est vrai que mes clients, c'est important. C'est bon pour mes affaires, c'est bon pour mon business. Mais à l'instant T, la chose la plus importante que je dois faire, c'est de préparer mon interview. Donc, ce qui veut dire que j'ai pratiqué une bonne procrastination dans la mesure où j'ai reporté quelque chose de moins urgent, quand bien même c'est important, à plus tard, pour donner place à la chose la plus urgente. Comme ça, après avoir réglé la chose la plus urgente et importante qu'on est en train de faire actuellement, j'aurai beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus d'aptitude à répondre efficacement à mes clients. Donc la bonne procrastination, c'est de remettre à plus tard des choses de moins importantes et urgentes pour pouvoir donner place aux priorités, aux choses les plus importantes du moment. Même sur toujours chapitre 2, vous avez bien développé une partie que beaucoup d'entrepreneurs aiment bien parler, vraiment, qui est la loi de Pareto. Moi, j'aime bien la loi de Pareto. Souvent, même, je assimile ou bien faire la comparaison entre la loi de Pareto et la loi de Parkinson, qui parle d'efficacité et efficience, qui fait la différence vraiment. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est efficace et quelqu'un qui est efficient? Et quand je lis, lorsque je lis cet livre, et lire aussi la loi de Pareto, je vois qu'ils sont vraiment un point commun. Mais vous avez bien développé la loi de Pareto. 80% de nos efforts physiques produisent que 20% des résultats. Je pense que c'est 20% de nos efforts produisent 80% des résultats. 20% d'efforts produisent 80% des résultats. Voilà. En quelque sorte, ouais. Donc, est-ce que tu vas encore revenir sur cette partie? Parce que vous avez bien donné. Ce que j'aime vraiment sur ce livre, c'est toi, le livre. J'aime bien les livres qui parlent de l'entrepreneuriat. Souvent, les gens, quand ils donnent des exemples, ils prennent des exemples que tu as l'habitude de voir. Quand je lis un livre, quelqu'un qui donne l'exemple sur la loi de Pareto ou un autre livre, je dis même les grands, hein, il prend exemple sur Kiyosaki ou on prend exemple sur Trump, etc. Mais quand toi, tu prends exemple, tout le temps, tu prends de tes quotidiens, ce que tu fais. Tu dis, voilà, 20% de cours que nous apprenons compte pour 80% de notre pratique, etc. C'est-à-dire que toujours tu prends exemple de ce que vous faites. Donc, est-ce que tu peux revenir, selon vous, votre compréhension de cette loi de Pareto? Parce que quand on parle de 20%, 80%, tout le monde, on dit la loi de Pareto parce que tout le monde l'apprend ainsi. Donc, est-ce que tu peux revenir sur cette partie? Parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais si toi, tu partages ton expérience, ce que vous avez partagé sur ce livre avec les internautes, ce serait, je pense, que mieux. Super. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, j'utilise la loi de Pareto souvent pour identifier mes priorités. Parce que je sais que ce à quoi je dois accorder le plus de mon temps, ce sont mes priorités. Donc, la loi de Pareto dit que 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Par exemple, quand on se lève le matin et quand on va se coucher le soir, on fait 1000 choses. On prend le taxi, on prend sa douche, on cuisine, on mange. Donc, on fait pas mal de choses dans la journée. Mais parmi toutes ces choses, quelles sont les choses qui impactent le plus sur nos résultats? C'est à peine 20% de ce qu'on fait. Ce sont les clients qu'on appelle, ce sont les révisions qu'on fait, ce sont les livres qu'on lit. Bref, ce sont le peu de temps qu'on passe à faire les choses importantes qui ont le plus d'impact dans notre vie. Donc, ce qui veut dire que la plupart du temps, ce que nous faisons ne change pas forcément, n'apporte pas grand-chose dans notre vie. C'est pourquoi je disais que 20% des cours que nous apprenons compteront pour 80% de notre pratique. Quand vous prenez un médecin, il a lu des centaines de bouquins, il a assisté à des centaines de cours, il a pris des milliers de notions. Mais dans sa pratique quotidienne, c'est à peine 20% de tout ce qu'il a appris qu'il va exercer. 20% des clients que vous contactez apporteront 80% de votre chiffre d'affaires. Il en est de même dans le commerce. Lorsque vous présentez votre activité ou vos produits à 1000 personnes, c'est peut-être dans l'espoir que seulement 100 personnes ou maximum 200 personnes les achètent. Quand vous présentez vos affaires à 10 personnes, c'est à peine 2 personnes qui vont y adhérer. Donc, ce qui veut dire que dans tout ce qu'on fait, c'est seulement 20% qui compte. Donc, le plus important, c'est d'identifier quelles sont les 20% de choses les plus importantes que je dois faire et de les faire correctement, et c'est ce qui change toute la vie. Mais malheureusement, beaucoup de personnes passent plus de temps sur les 80% de choses qui n'apportent que 20% de résultats, et c'est pourquoi leurs résultats sont beaucoup moindres par rapport à leurs attentes. Ouais, c'est très intéressant. Hein? Donc, ça, c'est certifié, je pense que partout. Hein? 20%, l'objectif ou l'intelligence, ce n'est rien d'autre que maintenant d'identifier les 20%. Moi, depuis un certain temps, je travaille sur ça. Comment je peux, au lieu de passer toute la journée à parler à tout le monde de mon business,
je préfère regarder vraiment, détecter les 20%. C'est-à-dire que ces 20 personnes, je suis sûr que s'ils sont tous, ils sont pas adhérés, il y a, même si c'est les 18 ou les 16 personnes qui sont adhérées, c'est bon. C'est mieux de partager ça avec 100 personnes. Tu perds énormément de temps et d'énergie. C'est pour cela que vous avez bouclé cette partie pour dire le plus important n'est pas la quantité de choses que vous pouvez faire en une journée, mais votre capacité à faire les choses les plus importantes pendant les temps que vous avez. Vous étiez fixé d'y consacrer sans vous laisser distraire pour autre chose. Donc je pense que c'est très important. À partir de là aussi, vous avez aidé les gens à comprendre comment toi, tu répartitionnes tes journées. C'est-à-dire que 4 heures de temps sur telle ou telle chose, 6 heures de temps sur telle ou telle chose. C'est-à-dire que je vous conseille vraiment de lire le livre parce que le temps passe vite. On ne pourra pas, ça c'est juste une émission, mais on ne pourra pas tout consacrer. Si vous allez aider les gens, de leur aider à programmer leur journée, qu'est-ce que vous allez leur dire en 30 secondes, exemple? C'est parfait. Alors, pour programmer sa journée, c'est assez simple. Il faut comment comprendre que la journée est répartie en 3 parties. Il y a le début de la journée. C'est le début de la journée qui définit tout le reste. Si vous démarrez mal votre journée, c'est comme un coureur qui démarre mal sa course. Donc, le début de la journée doit servir de préparation. Et pour ça, je fais une préparation mentale à travers la lecture. Je fais une préparation physique à travers le sport. Je commence toujours ma journée par le sport. Par exemple, avant de venir ici, j'ai couru. J'ai fait environ 5 à 10 km de course à pied avant de me préparer pour l'interview. Donc ça veut dire que mon corps est prêt à travailler toute la journée. Donc je m'étire, je fais le sport, les pompes et tout. La lecture pour pouvoir préparer le mental et surtout se préparer à se concentrer, travailler sa concentration avec des tâches ménagères. C'est très important. Vous allez remarquer que dans les années antérieures, nos mères se levaient toujours avec des tâches ménagères. Soit elles faisaient la lessive, soit elles nettoyaient le balcon. Bref, il y a forcément quelque chose que vous devez faire qui vous met dans une disposition de travail. Donc pour ça, je fais toujours une tâche ménagère le matin. Que ce soit ranger ma chambre, faire les habits, faire mon bureau. C'est hyper important de commencer par ça. Maintenant, dans l'après-midi ou dans la suite de la journée, vous consacrez la première partie de la journée à vos tâches les plus importantes. Si vous devez faire des révisions, révisez les matières les plus importantes en début de journée. Supposons que vous démarrez le travail à 9 h. Entre 9 h et midi, vous devez finir toutes les révisions que vous avez à faire. Pas de procrastination. Rien de moins important sans avoir fait les choses les plus importantes. Maintenant, à la fin de la journée, vous pouvez plus utiliser ça pour un bilan. Faire un bilan de votre journée, contacter des clients. Bon, bref, les derniers réglages en fin de journée. Et donc, quand vous finissez, vous pouvez aller au lit tôt pour pouvoir vous lever tôt au lieu de passer vos soirées sur les réseaux sociaux. Bon, avant de commencer, moi je voulais vraiment parler sur chapitre par chapitre. Mais je pense qu'on est en train de nous signaler le temps, donc on ne pourra pas parler de tous les chapitres. Moi j'adore le chapitre 3, là où vous parlez de ma routine matinale, mais comme tout à l'heure j'ai un peu cité ce que vous avez dit qui m'a marqué, que j'ai noté, beaucoup de personnes commettent l'erreur de sauter directement sur le téléphone le matin, etc. Mais on va aller sur chapitre 4. J'adore l'effet de levier. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure avec les réseaux sociaux, ça colle un peu avec l'effet de levier. Comment faire plusieurs choses, c'est-à-dire qu'en moins de temps, en utilisant les effets de levier. Vous avez parlé de beaucoup d'effets de levier. On a le temps, on a l'effet de levier humain, etc. Donc, est-ce que tu peux revenir sur cette partie? Comment on peut utiliser les effets de levier? Moi, j'adore les effets de levier. Pourquoi? Parce que ça, je peux dire que c'est un effet de levier. Pourquoi un effet de levier? Selon moi, toutes les choses que vous pouvez faire une seule fois le travail et le travail continue à se répéter milliers de fois sans toi, ça je pense que c'est un système d'effet de levier. Donc vous avez parlé de beaucoup d'effets de levier. Moi quand je vois quelque part effet de levier, moi je lis attentivement parce que j'adore maintenant économiser le temps et faire beaucoup de choses à la fois. Et donc qu'est-ce que vous pouvez dire à nos internautes qui nous regardent sur l'importance d'abord de l'effet de levier? Comment l'utiliser? Quels sont les effets de levier que vous pouvez partager avec nos chers internautes? Alors, c'est parfait. L'effet de levier, c'est une des parties les plus importantes du livre, dans la mesure où c'est vraiment ça qui vous permet d'accomplir plus en moins de temps. Archimède, pour les physiciens, Archimède disait que donnez-moi un seul point d'appui et je vous soulèverai la terre. C'est-à-dire qu'un levier, c'est ce qui vous permet de soulever plus de choses, d'avoir plus de résultats, d'accomplir plus de choses en moins de temps et avec moins d'efforts. Donc, l'effet de levier, en fait, c'est une information, un outil
une personne ou un matériel qui vous permet d'accomplir plus de choses en moins de temps. Et pour ça, j'ai donné beaucoup d'exemples dans le livre. J'ai parlé du levier humain, dans la mesure où vous profitez de l'expérience et de l'expertise d'une personne pour pouvoir faire ce que vous êtes censé faire vous-même, mais en mieux. Supposons que, par exemple, je dois faire le ménage chez moi, mais je n'ai forcément pas le temps de m'occuper de ça. Je peux utiliser une ménagère qui s'y connaît, faire en sorte qu'elle puisse le faire, ça me fera économiser le temps, mais ça sera mieux fait par rapport à ce que moi j'aurais pu faire, parce qu'elle s'y connaît mieux que moi. Si par exemple je veux apprendre dans le trading, au lieu de commencer à chercher sur Internet un peu partout, rassembler des informations pêle-mêle, ça va me perdre du temps et même de l'argent. Je préfère contacter un expert dans le domaine, quelqu'un qui s'y connaît déjà, s'il faut même payer cette personne pour que cette personne puisse me donner les informations clés dont j'ai besoin pour pouvoir booster mon activité dans ce sens. Ce qui me permettra de gagner du temps, au lieu de passer tout ce temps sur les réseaux sociaux à vouloir apprendre. Et ça me permettra aussi de gagner en argent dans la mesure où je vais faire moins d'erreurs que prévu parce que j'ai eu les bonnes informations. Donc j'ai parlé aussi du levier matériel. C'est le matériel qui nous permet d'accomplir beaucoup plus de choses. Avec les ordinateurs, avec les téléphones, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on a un ensemble de matériel qui nous permet de faire plus de choses en moins de temps. Donc si je peux automatiser mes activités, donc je le fais. Ça me permet d'accomplir plus en moins de temps. Et dans la même mesure, j'ai parlé aussi du levier financier. Tous les entrepreneurs, les grands entrepreneurs ne boostent pas leurs activités avec leurs économies. Parce que les économies sont maigres. Ils font des levées de fonds. Ils sollicitent des personnes qui pèsent plus lourd qu'eux financièrement pour pouvoir booster leurs activités avec un bon business model. Et ça permet rapidement de créer de nouveaux sièges, de produire plus, d'industrialiser. Et en 5 ans, ils arrivent à accomplir un travail qui aurait pu leur prendre 100 ans. Et voilà comment ils arrivent à faire plus de résultats en moins de temps. C'est très important, hein, parce que avec ce livre, j'ai appris beaucoup de choses, surtout comment la gestion du temps, qui est très très important, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que quand vous êtes entrepreneur, le plus important, c'est votre temps. Donc l'effet de levier vous permet de gagner beaucoup de temps. Et vraiment, moi, j'adore cette partie qui est très très intéressante. Donc voilà, bon, comme je l'ai dit, chapitre 8, moi j'adore ce chapitre, mais surtout page 111. Avant d'aller même sur page 111, le titre est, comme vous l'avez dit, hein, le monde d'aujourd'hui, ou bien le monde appartient aux agressifs. Pourquoi le titre d'abord? Et pourquoi vous dites que le monde appartient aux agressifs d'abord? Voilà, alors on va juste prendre le sous-titre déjà. La vie est comme la jungle. La vie est comme la jungle, soit vous êtes une proie, soit vous êtes un prédateur. C'est l'un ou l'autre. Alors la vie appartient aux agressifs, vous pouvez le constater dans plusieurs situations. Regardez par exemple aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes sous la dépendance coloniale, c'est parce que le colon a été plus agressif. Ils ont été très agressifs. Pas agressifs forcément dans le sens physique, mais dans le sens mental, dans le sens de leurs actions. Aujourd'hui, les pays les plus développés sont des pays qui sont constitués d'une situation agressive. Vous prenez la Russie par exemple, ils ont lutté dur pour protéger leur territoire. Vous prenez les Chinois, c'est la même chose. Combien de pays n'ont pas envié la Chine? Mais aujourd'hui, la Chine fait partie des puissances économiques parce qu'ils sont agressifs. Agressifs en matière de productivité, agressifs en matière d'apprentissage, agressifs en matière d'industrie. Donc l'agressivité, pour moi, je le définis par la capacité à prendre l'action. Du genre, si vous avez un projet aujourd'hui et que vous ne le lancez pas, vous aurez le profond regret de constater une autre personne qui profite de votre projet. Il y a un temps, j'ai voulu lancer une entreprise dans la conception des amuse-gueules et je réfléchissais beaucoup par rapport à ça dans la mesure où je ne savais pas trop par où commencer. Et force est de constater que dans la semaine qui a suivi mon idée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà lancé le projet dans les amuse-gueules. Donc j'ai vu dans les magasins plusieurs produits d'amuse-gueules qui ressemblaient exactement à ce que je voulais faire. Ça veut dire que le temps que j'ai perdu, ça m'a coûté beaucoup plus dans la mesure où d'autres personnes ont profité de mon idée. D'autres personnes ont fait ce que j'avais envie de faire parce que j'étais trop lent. Si vous remarquez, vous faites une commande, vous détestez qu'on vous livre de façon tard. Si vous contactez un service et que le service est lent, vous vous énervez, vous partez. Ça veut dire que quand on est lent dans les actions, on perd des clients, on perd des opportunités, on perd des choses. Beaucoup de personnes veulent adhérer déjà à des projets, mais ils hésitent. Comme ça, après, ils se rendent compte que d'autres personnes profitent de ce projet-là et ils ont une meilleure vie qu'eux. Donc l'agressivité, c'est cette capacité-là à dire, peu importe ce qui va s'en suivre, je vais le faire. Je vais le faire, peu importe ce qui va arriver, je le fais quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui donne les résultats.
D'accord, donc c'est l'agressivité mentale, pas l'agressif. Non, physique. Quand un karatéka nous dit agressif, on va y avoir peur, hein, mais bon, c'est l'agressif mental, donc c'est très très important de comprendre. Toujours sur le même chapitre, j'adore le page 11, vous dire que vous avez envie d'aborder une femme qui, peut-être si je rencontre une Pascaline, que je connais très bien, et envie de l'aborder, si je ne savais pas, est-ce que ça va marcher ou pas? Ce que vous me conseillez de faire, ce n'est rien d'autre que de défoncer la porte. Moi, je dis souvent à mes amis, même avant de continuer, je leur dis que quand vous avez envie d'aborder une femme ou bien une fille, si vous avez peur de le faire, vous avez perdu 2 fois. Vous avez perdu la femme, mais vous avez même perdu d'essayer. Parce que ça pourra marcher peut-être. Donc vous avez dit voilà ça, et en même temps vous avez dit vous avez envie de lancer un projet ou un business, mais vous ne savez pas si vous aurez le temps de le continuer ou pas, voilà, de le continuer pour une interrogation, de déposer la porte. Je dis aujourd'hui beaucoup de mes amis avec qui on nous a présenté une opportunité il y a 1 ou 2 ans de cela. Je ne dirais pas que je savais saisir les opportunités, mais j'avais eu la chance de commencer à l'époque. Ça fait bientôt 2 ans. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre moi et mes frères, ce n'est rien d'autre que ça. Donc c'est très important que tu peux revenir sur cette partie, c'est très important. Moi j'adore parce que je pense que si vous réalisez cette partie pour les internautes, même s'ils n'ont pas eu la chance de lire le livre, ça va faire un effet positif bien sûr, qui va leur permettre de comprendre que toutes nos barrières, comme vous l'avez dit à la fin de cette page, c'est mental. Donc la porte est mentale, c'est une barrière qui s'impose à nous par la peur, le doute et les préjugés. Donc c'est très important. Moi, vraiment, quand je lis certaines parties, je me retrouve à 100% sur ces parties-là. C'est pourquoi, lorsque j'ai lu le livre, je me suis dit qu'il faut qu'on partage quelque chose avec peut-être nos internautes. Parce que YouTube ou Internet, ce que j'aime sur YouTube ou sur Internet, tu te retrouves dans un cercle où vous vous retrouvez à 100%. 90% des gens qui me regardent souvent me disent que toi, tu n'as pas allé à l'école, moi aussi. C'est des gens qui avaient peur de parler. Quand on te voit parler en public ou bien sur Internet, et c'est des gens qui se retrouvent. L'objectif, c'est pas de parler avec uniquement ces personnes, c'est pour cela, Dieudonné est là, qui est médecin, qui n'est pas, voilà, les parcours sont totalement différents. Mais pour dire que l'objectif, c'est de donner l'espoir à tout un chacun d'entre nous, ou bien toute personne qui aura l'occasion de regarder vraiment cette vidéo. Ok, merci beaucoup, Sek. Alors, je vais relire cette partie pour les internautes, effectivement. Alors, j'ai pris l'exemple des militaires, je pense. Alors, donc, à la page 7, je disais, quand les soldats sont sur le champ de bataille, 107, à la page 107, quand les soldats sont sur le champ de bataille et qu'ils essayent de pénétrer dans un bâtiment, la porte de ce dernier est souvent fermée et parfois verrouillée. Derrière cette porte verrouillée peuvent se cacher de nombreux dangers. Ce sont soit des bombes, soit des cadavres, soit le suspect qu'ils sont en train de rechercher, soit des ennemis qui sont positionnés pour les accueillir avec des tirs ou des mines incrustées dans le sol près de la porte. Dans tous les cas, les soldats n'en savent rien. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière la porte. Mais avant d'ouvrir la porte, ils peuvent y penser pendant quelques secondes en se demandant qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. La meilleure façon de le savoir, c'est d'ouvrir la porte. Alors que font-ils? Ils défoncent la porte sans aucune hésitation. Ils pénètrent agressivement dans le bâtiment et se préparent à toutes les éventualités. Et en s'adaptant dans le seul but d'accomplir leur mission. Ce n'est pas en restant derrière la porte qu'ils auraient la réponse à leurs questions et l'accomplissement de leur mission. Alors de la même manière, en voulant entamer un nouveau projet, une nouvelle décision ou une nouvelle expérience, il y a une porte qui se dressera dans votre esprit. La porte du doute, de la peur, de l'inhabituel, qui génère en vous l'hésitation. C'est pour compenser cette hésitation que nous passons beaucoup de temps à vouloir tout analyser. On veut avoir toutes les informations, donc tout connaître et tout avoir avant de démarrer. Or, ce n'est qu'en traversant cette porte mentale du doute et de la peur que nous pouvons découvrir ce qui se cache derrière. Soit nous y découvrons un trésor qui nous rendra plus heureux,
soit une leçon qui nous rendra plus sages et plus expérimentés. Ça s'arrête là. Ceux qui n'essayent rien ne gagnent rien. Ils ne gagnent ni en expérience, ni en argent, ni en maturité, ni en connaissance, ni en compétence. Ce n'est qu'en essayant ce qui nous fait peur qu'on peut en tirer profit. Des profits soit financiers, soit des profits qui nous rendent meilleurs. C'est pourquoi je dis à la page 111, comme M. Sek l'aime bien, vous avez envie d'aborder une femme pour lui avouer vos sentiments, mais vous ne savez pas si ça marchera, défoncez la porte. Allez-y, la meilleure façon de le savoir, c'est d'y aller, de le faire. Vous avez envie de lancer un projet, un business, mais vous ne savez pas si vous aurez le temps de continuer ou bien vous ne savez pas si ça marchera. Défoncez la porte. Si ça ne marche pas, vous en apprendrez beaucoup. Alors, vous avez envie de lancer un produit, mais vous ne savez pas si vous allez pouvoir le vendre. Défoncez la porte. Vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne le lancez pas. Alors, vous avez envie d'investir, mais vous ne savez pas si ça portera son fruit. Par peur de vous faire arnaquer souvent, vous hésitez à aborder certaines opportunités qui sont peut-être les seules à pouvoir changer votre vie. Défoncez la porte. Vous voulez faire une demande de stage d'emploi dans une structure, mais vous ne savez pas si vous serez accepté. Défoncez la porte. Vous avez des tonnes de cours à lire pour préparer vos examens très imminents, mais vous ne savez pas par où commencer. Commencez. Défoncez la porte. Quoi que vous avez envie de faire, mais que la peur et le doute vous retiennent, défoncez la porte. Car ce n'est qu'en faisant ce quoi vous hésitez que vous pourrez obtenir la réponse à vos questions. Donc, défoncer la porte, c'est la clé de l'agressivité mentale, de l'agressivité en termes d'action. J'ai envie de faire quelque chose, forcément je vais douter parce que c'est une chose inhabituelle. Mais je le fais. Si je fais une erreur, je vais m'améliorer et le faire mieux. C'est très clair et je pense que tous les internautes qui nous suivent vont défoncer à partir d'aujourd'hui les portes mentales qui sont fermées mentalement, mais c'est pas, peut-être même les portes ne sont pas fermées, mais c'est à vous même à partir de vos imaginations que vous fermez vos portes. Donc c'est très intéressant. Productivité x100. Donc je pense que toute personne qui lit ces livres, va commenter en tout cas sa productivité. Avant de terminer aussi, il y a un chapitre très intéressant, c'est l'environnement. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Et sur ce chapitre, j'aime bien ce paragraphe, vous dites qu'un poisson ne peut pas nager plus haut et plus loin que l'aquarium dans lequel il est placé. C'est-à-dire que, moi j'adore cette phrase, c'est-à-dire que quand vous êtes avec des fumeurs, il y a une forte chance que vous deveniez un autre fumeur parce que, voilà. Donc, c'est très important cette partie. Donc, je vais vous laisser aussi expliquer un peu cette partie. Voilà, c'est chapitre, je pense que 12. Hein, vous parlez de l'environnement, c'est très important. De bien choisir votre entourage, vos amis. Je lis aussi sur la partie remerciements, vos amis et tout ça. Vous avez bien sélectionné vos entourages et vos amis, c'est très, très important. Donc voilà, vous revenez un peu sur cette partie qui est très très importante. Alors merci. L'importance de l'environnement, c'est le point clé d'ailleurs. Si vous placez un enfant dans un milieu où on parle chinois, il finira pas parler chinois. Vous placez un enfant dans un milieu où on parle français, il finira pas parler français. Vous placez un enfant dans un milieu où les gens ne parlent que d'argent, il va grandir avec l'argent. Il va grandir avec les finances. Donc, nous ne sommes que notre entourage. Nous ne sommes que les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est notre entourage qui nous définit. Les personnes avec qui nous avons fréquenté, les personnes avec qui nous sommes souvent, c'est eux qui définissent notre personnalité. Et les personnes, en quelque sorte, ce n'est qu'une partie de notre environnement, parce que notre environnement, c'est notre façon de nous habiller. Notre environnement, c'est là où nous travaillons, les choses que nous fréquentons, les vidéos que nous regardons, les films que nous regardons, ainsi que les musiques que nous écoutons. Tout cela constitue notre environnement. Ça veut dire que si vous vous entourez d'un environnement qui ne participe pas à votre évolution ou qui ne vous aide pas à atteindre vos objectifs, ne soyez pas étonnés des résultats que vous avez. Si vous souhaitez être un entrepreneur, fréquentez l'entrepreneuriat, fréquentez des entrepreneurs, fréquentez des vidéos d'entrepreneuriat, fréquentez des musiques d'entrepreneuriat, fréquentez tout ce qui a trait avec l'entrepreneuriat. Si vous voulez être un médecin, mais que vous fréquentez des menuisiers, il y a plus de probabilités que vous deveniez un menuisier qu'un médecin. Donc, je pense que le facteur qui définit réellement nos résultats, à part nos décisions personnelles, mais c'est aussi notre environnement. L'environnement dans lequel nous sommes, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas nager plus loin et plus haut que notre aquarium, l'aquarium dans lequel nous sommes placés. Parce que nous sommes comme des poissons
placé dans un aquarium. Donc, ce qui veut dire que si j'ai la volonté de faire quelque chose, je dois premièrement m'associer avec les personnes qui ont déjà fait ou qui font déjà la chose que je souhaite faire. Ça me rendra plus la tâche facile, ce qui me rendra plus productif. C'est très intéressant et je pense qu'à partir de maintenant, vous aurez aussi choisir vraiment votre aquarium, hein, parce que c'est très important. Si on vous met dans une petite aquarium, vous ne pouvez pas nager au-delà ou bien voilà, plus loin de cet aquarium. C'est très important d'être mis dans une grande aquarium. Ça vous permettra de bien nager et tout. Quand je dis ça, voilà, de fréquenter les grands, ça vous permettra de devenir grand. Donc, mais il y a aussi une autre partie qui m'intéresse, hein, qui est un peu similaire avec beaucoup de citations aussi que j'aime bien, qui est le pouvoir du deadline. Je pense que vous avez parlé de ça. Aussi, c'est très important comment fixer des objectifs. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut fixer des dates quand vous voulez le faire. Je ne veux pas dire que voilà, moi je veux écrire un livre comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres, mais pas de deadline, c'est-à-dire que moi je veux écrire ce livre en décembre. Vous allez tout faire. Moi, j'ai expliqué ça plusieurs fois pour dire que je n'ai pas allé à l'école, comme j'aime bien le dire, mais je sais que quand on vous donne des exposés, et le professeur vous dit que cet exposé, vous devez le rendre lundi. Et aujourd'hui, si c'est lundi, vous n'allez rien faire aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, mais vendredi ou samedi, peu importe ce qui va se passer, vous allez le faire parce que vous avez actuellement, vous n'avez plus de dette. 10% des étudiants, quand je dis ça aussi, j'étais en gérant de multiservices, c'est très bien à quoi je parle. Donc les étudiants viennent me dire que voilà, j'ai un exposé aujourd'hui, mais c'est vendredi ou samedi qu'on va vous mettre la pression pour que tu fais maintenant l'exposé parce que s'il doit rendre l'exposé. Donc quand vous parlez du pouvoir de deadline, c'est très très important. C'est pourquoi il faut que tu reviennes encore un peu sur cette partie, nous parler un peu du voilà. De l'importance de deadline, d'importance de temps. Parce que quand on parle de ça, on parle de temps. Je dis aujourd'hui, des choses, il y a des choses importantes et urgentes, mais il y a des choses aussi qui sont urgentes mais pas importantes. Et je pense que cette chapitre va nous permettre de détecter, de comprendre comment vraiment s'organiser. Je pense que ça nous renvoie encore sur le chapitre de l'organisation. C'est très, très important. Yeah. Alors, le pouvoir du deadline, effectivement, j'en ai parlé parce que beaucoup de personnes ont des ambitions, beaucoup de personnes ont des projets, beaucoup de personnes ont des choses qu'ils souhaitent faire. Mais le seul problème, c'est qu'ils ne se fixent pas des délais. Du genre, un objectif sans délai est une hallucination. C'est un rêve qui risque même de ne jamais s'accomplir. Ce n'est pas le manque de délai, le manque de deadline que beaucoup de personnes traînent toute leur vie et après ils se retrouvent sous la pression de l'âge. À l'âge de 60 ans, ils se retrouvent à ne pas faire ce qu'ils auraient souhaité faire depuis il y a 20 ans. Donc, le fait de se fixer un délai, ça nous met une certaine pression qui active nos neurones, qui va faire en sorte qu'on va rassembler toutes les informations, toutes les choses qui peuvent participer à l'atteinte de cet objectif. Quand les patients viennent à l'hôpital et on leur dit que si vous n'achetez pas ce médicament, dans 2 jours, la personne que vous avez accompagnée risque de mourir. Ils cherchent par tous les moyens pour pouvoir acheter cette ordonnance. De la même manière, lorsque un client vous contacte et que vous dites que la promotion se termine le vendredi et qu'il veut vraiment acheter votre produit, si la promotion se termine le vendredi, vous êtes le mercredi, il fera tout possible pour pouvoir avoir de quoi acheter ça. De la même manière, quand vous avez un devoir, on vous dit que le devoir c'est le lundi et que vous n'êtes pas préparé, peu importe ce que vous êtes, à partir du samedi, si vous savez que le devoir c'est lundi, vous ferez tout possible pour pouvoir vous y préparer. C'est-à-dire que le délai nous donne une certaine pression positive qui nous pousse à l'action, qui nous permet de nous concentrer et d'éliminer les choses qui peuvent nous ralentir. C'est grâce au délai que vous pouvez réaliser de grandes choses. Sans délai, ça n'existe pas. Si vous décidez de construire quelque chose et qu'il n'y a pas de délai, cette chose, ça risque de prendre plusieurs années. Il y a un délai pendant les compositions, c'est pourquoi on est efficace et concentré pendant la composition. Si on disait que les épreuves, ça dure le temps qu'on veut, je ne pense pas que les étudiants seraient concentrés pendant les examens. C'est parce qu'on dit que l'épreuve va durer 1 heure de temps et que normalement il vous faut 1h30 ou 2 heures pour le traiter, qu'on est hyper concentré. Donc le pouvoir du deadline, c'est non seulement de nous permettre d'être concentrés, ça nous permet aussi d'avoir les ressources nécessaires à l'accomplissement de notre objectif, ça nous permet de nous donner les moyens de pouvoir atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Donc sans délai, pas d'accomplissement. Donc, je pense que c'est très clair. On a beaucoup appris aujourd'hui sur le livre, sur vous-même. Donc, moi,
petite remarque que j'ai fait, je ne pouvais pas terminer sans vous poser la question. C'est fait exprès ou bien pourquoi? C'est-à-dire que quand je lis souvent les livres sous le table de matière, me permet de comprendre les thématiques. Souvent, ça me permet même de citer certaines parties. Mais par contre, avec vous, vous avez mis juste au chapitre 1, chapitre 2. On ne sait pas qu'est-ce que vous allez développer sur chapitre 1, chapitre 2. Ça fait exprès ou bien c'est une technique d'écriture ou bien pourquoi? Pourquoi ça? Alors déjà, le sommaire, vous allez remarquer, c'est sous forme de P, déjà, l'écriture pour productivité. Donc déjà pour le style, parce que je suis quelqu'un de très créatif, donc je l'ai fait comme ça à ma manière. Mais aussi, je n'ai pas détaillé les chapitres, effectivement, pour pouvoir stimuler à la lecture. Parce que la personne ne pourra découvrir ce qu'il y a dans le chapitre, même le titre du chapitre, que lorsqu'il ouvre le chapitre. Donc quand on parle de productivité, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a à faire. Donc je ne peux pas prétendre lire un livre et sauter des chapitres. Je ne peux pas prétendre lire un livre et juste regarder la table des matières et dire « Ah, c'est intéressant ». Si je veux le lire, je dois le lire intégralement pour comprendre ce qu'il y a dedans. Donc je l'ai fait exprès pour stimuler l'envie de lire. Je l'ai aussi fait exprès pour motiver la personne à le lire intégralement. Ouais, c'est très clair. En tout cas, moi, souvent quand je lis, comme vous l'avez dit, c'est vrai, hein, quand vous regardez un livre, quand vous avez un livre, la première chose qu'à faire, de dire, voilà, chapitre tel, quel qui part. Si c'était moi, je vois environnement, je voulais savoir. Mais là, je suis obligé de lire, de découvrir A plus B jusqu'à la finir, pour savoir tout ce qui a été dit sur le livre. Vraiment, nos chers internautes, je pense que vous avez appris beaucoup de choses avec notre ami, notre frère Dieudonné, un grand entrepreneur aujourd'hui qui s'est imposé sur le milieu de l'entrepreneuriat, comme il l'a dit. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour X, Y personne. Tout le monde peut entrer sur ce milieu. Et souvent, beaucoup de personnes me disent, ah, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et ne vous inquiétez pas, le marché est très loin d'être saturé parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Surtout en Afrique, on a besoin beaucoup plus d'entrepreneurs. Si on a plus d'entrepreneurs, les gens vont arrêter de dire que je cherche du travail, etc., etc. C'est difficile de voir quelqu'un qui s'implique vraiment à 100% sur l'entrepreneuriat et de chercher un travail. Donc, quand on travaille, peut-être mon frère Dieudonné, quand il termine ses études, s'il travaille dans un laboratoire ou bien dans un hôpital, c'est juste pour la passion, mais ce n'est pas pour gagner de l'argent. Donc, je peux vous demander, vous gagnez combien sur le trading? Alors, dans le trading, les revenus sont variables. Il y a certaines personnes qui vous diront qu'ils gagnent $1000 par semaine. Certaines personnes vont vous dire $2000. Mais en fait, c'est dépendant des opportunités que le marché offre. Parce que quand on est trader, on est investisseur. Et un investisseur, il attend les bonnes opportunités pour entrer. Donc, il ne se fixe pas forcément, je dois gagner $200 cette semaine, je dois gagner $1000 cette semaine. Non, c'est dépendant de l'opportunité qu'il y a sur le marché que je vais pouvoir entrer. L'essentiel, c'est de saisir un maximum d'opportunités. Et voilà, comme ça, je peux me retrouver à $200 la semaine, $500 la semaine, $1000 la semaine. Donc, dépendant des opportunités qui sont sur le marché. Une chose est sûre, les revenus sont illimités. Et avec une bonne stratégie, on peut même atteindre jusqu'à $10 000 la semaine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à gagner sur le marché du trading. Hein, et c'est un marché vraiment aussi très loin d'être saturé, surtout ici en Afrique francophone. Je pense que chaque 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui connaît c'est quoi le trading. Je ne dirais même pas les Africains lambda, même les étudiants même. Quand vous rentrez à l'université, vous posez la question du trading. Chaque 100 étudiants, tu vas te retrouver avec 2 personnes qui connaissent le marché. Entrez-vous aussi. Entraînez-vous d'abord. Hein. Il faut apprendre. La première chose à faire avant d'entrer sur quoi que ce soit, c'est d'apprendre à maîtriser ce secteur. Donc moi, vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, de partager avec vous, avec cette communauté. Donc vous aussi, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, ça prend que 30 secondes. Abonnez-vous, activez les cloches de notification pour être informé. Vous pouvez donner un pouce bleu. Pas pour moi aujourd'hui, mais pour notre frère, parce qu'aujourd'hui, voilà, il nous a vraiment donné des leçons. Hein. On a déjà lu le livre, mais vous aussi, je pense que vous avez aimé. Donc, avant aussi de dire s'il y a quelque chose que vous aimeriez bien que je vous pose, que je vous demande, et malheureusement je ne l'ai pas fait, vous pouvez aussi le dire. Et deuxième chose, quelqu'un qui veut acheter le livre, est-ce qu'il y a des numéros, est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller pour acheter le livre aussi? Alors, j'ai des représentants dans les pays. Je suis en train de faire les négociations pour qu'on puisse déposer ça à la librairie 420. Comme ça, tout le monde pourra le faire. Mais les procédures sont assez longues. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore disponible à 420. Par contre, on va laisser des liens, des télégrammes ainsi que des numéros dans la description. Comme ça, dépendant du pays dans lequel vous êtes, pour le moment, c'est seulement à Dakar et au Bénin. Donc, dépendant des pays dans lesquels vous êtes, vous allez pouvoir communiquer avec mes représentants pour pouvoir avoir votre exemplaire.
Voilà, le numéro qui est en train de défiler, c'est son numéro. Je pense que si vous contactez, vous pouvez avoir le livre. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content et on a appris beaucoup de choses. Donc, si, bon, je vous donne le dernier mot. Qu'est-ce que vous allez dire à nos internautes et s'il y a quelque chose que j'ai oublié aussi? Bon, mon dernier mot, c'est foncer. Foncez parce qu'il n'y a rien qui vous arrête. Tous vos muscles sont prêts à se transformer, comme je l'ai dit dans un chapitre. Tous les muscles sont prêts à se transformer pour vous donner la possibilité de travailler plus. Votre cerveau peut se dilater pour vous permettre d'apprendre plus. Vos capacités ne sont pas limitées. Vous êtes illimité. Donc, ce que vous êtes capable de faire est aussi illimité. Foncez, que rien ne vous arrête. Restez concentré sur vos objectifs et tout ce que vous croyez impossible pourra devenir possible. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie vraiment énormément. Toi qui es en train de regarder, donc c'est un plaisir toujours de partager avec cette communauté, comme je l'ai dit au début, qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos commentaires et vos likes. Donc chaque semaine, je pense que maintenant, ou bien chaque quinzaine, je vais avoir un invité de marque. Hein. Je ne vais pas inviter n'importe qui, bien sûr, mais je vais inviter des gens qui pourront partager leur expérience, leur parcours entrepreneurial avec cette communauté, comme je l'ai dit. Ici, on parle que l'entrepreneuriat, du business, investissement et le trading des crypto-monnaies. Peut-être lui, c'est lui qui va venir maintenant parler de trading, du Forex, hein? Voilà, des devises et tout ça, indices boursières et tout. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre numéro ou bien une autre vidéo qui vous parlera, comme d'habitude, de l'entrepreneuriat. Ici, c'est pour que tout le monde grandisse, sans nous ou avec nous. Merci beaucoup. Merci.